Vous m'avez invité à évoquer la perspective historique, hein, des origines à nos jours, rien que ça, 10 minutes, chrono, pas de problème, pas de problème. Je crois quand même que ça vaut la peine de le tenter parce que pour aujourd'hui s'emparer de ce sujet, il faut savoir d'où on vient. Il faut savoir d'où on vient, il faut savoir quel est cet inconscient collectif que nous partageons tous et toutes, hein, même nous les femmes, nous le partageons pleinement. Une culture dominante est partagée par tous, y compris ceux qui parfois peuvent les subir. Ça nous permet aussi, faisons-nous du bien, de mesurer le chemin parcouru, voire de prendre l'énergie qu'il faut pour poursuivre le chemin et pour aussi trouver les mots pour aujourd'hui construire un pacte social qu'il va falloir faire, puisque nous sommes non seulement amenés à vivre tous et toutes ensemble, mais nous nous aimons. Hein ? Voilà. Donc, on sait que les mots précèdent la violence. Toutes les guerres sont précédées de déclarations de guerre, mais les mots aussi sont ceux qui peuvent remplacer la violence, établir la civilité. Et vous êtes des juristes, et vous le savez. Vous savez que si on a délégué la violence barbare à nos tribunaux pour dire la justice, cette justice, elle est dite par la parole. Donc, ça vaut la peine de faire un petit voyage, même très rapide. Alors, on dit l'interdiction de la parole des femmes ne tombe pas du ciel. Ben si, un peu quand même, hein, puisque ça commence avec la Bible. Oui, c'est dans la Bible, hein, dans la Bible d'aujourd'hui, l'épître de saint Paul aux Corinthiens. Vous pouvez lire que les femmes se taisent devant les assemblées. Elles n'ont pas la permission de parler. C'est une petite phrase comme ça, en réalité considérable, car les églises chrétiennes, protestantes, catholiques, orthodoxes se sont appuyées dessus pour interdire la prêtrise aux femmes, mais comme nous sommes une société de culture chrétienne, eh bien, la société civile s'en est emparée aussi pour interdire la parole aux femmes tout court. Hein. Alors, c'est ce que vous citiez l'anthropologue Françoise Héritier qui disait, dans cette culture, la femme est un corps. La femme est un corps. Alors, c'est un écrin. C'est un écrin qui porte les petits hommes, mais c'est aussi un corps diabolique, hein, tentateur. Donc il faut effacer de l'espace public. Bien. Les évangiles, Marie, elle prononce cette phrase. En tout et pour tout, cette phrase, et encore, bonjour. Obéissez-lui, parlant de Jésus, je suis la servante du Seigneur. Bref, elle est quasi muette, elle est une bonne hôtesse et elle est obéissante. Magnifique. Vous avez cité Clémence, l'Ecclésiaste, hein, c'est la Bible hébraïque, donc nous, voilà, je ne commenterai pas. Nous pouvons poursuivre. Alors non, on revient à l'Ecclésiaste, parce que je voulais vous dire aussi, nous sommes les héritiers de la culture chrétienne, mais nous sommes également les héritiers de la Grèce, hein, de la Grèce antique, qui a créé la démocratie, qui a créé la philosophie, la rhétorique, la citoyenneté, l'agora. Sauf pour les femmes qui ont été expressément exclues de l'agora, exclues de l'espace public de leur maison privée. Exclus également de théâtre, et c'est quand même fort intéressant parce que dans le théâtre grec, les femmes sont très présentes. Ce sont des fortes femmes. Elles étaient jouées par des hommes. Et d'ailleurs, Jacqueline de Romilly, hein, qui a souligné ce paradoxe, dans la Grèce, les femmes étaient renvoyées à leur tissage. Vous avez cité Clémence, l'Iliade, l'Odyssée. Dans l'Iliade aussi, Hector renvoie Andromaque à son tissage, Pénélope est renvoyée à son tissage. À mon avis, il y a une étude à faire entre le tissage et la parole féminine. Pas mieux pour Rome, pays de Cicéron, l'homme qui disait il faut tenir des discours absolument tous les jours, sauf pour les femmes. On n'a pas de trace d'une parole de femme dans la Rome antique. J'ai cherché, hein, j'ai vraiment cherché, j'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé Tite-Live qui s'indignait de ces matrones qui osent parler devant les publics et s'assembler dans les rues. Bon, bref, la pensée antique dont nous sommes les héritiers et les héritières, c'est que la femme qui s'exhibe est inconvenante et c'est la honte pour l'époux.
Alors, à travers les siècles, l'interdit est devenu une pratique. Ce n'était plus la peine de le mettre dans les textes, c'était de facto. Alors, au Moyen-Âge, il y avait des petites pratiques assez sympathiques. Dans les assemblées villageoises, les femmes avaient le droit de participer et elles pouvaient parler de leurs enfants, des problèmes quotidiens, etc. Mais alors, en revanche, si elles prenaient un peu trop longtemps la parole, et comme vous l'avez souligné, ça arrivait assez vite, on pouvait leur jeter un seau sur la tête. Voilà, comme ça, elle se calmait, elle retournait à sa place et tout continuait comme avant. C'était donc, les femmes ont été en quelque sorte tenues à la retenue, si je puis dire. Alors les femmes plus instruites se sont quand même emparées des mots, surtout des mots écrits. Elles ont écrit des poèmes et de la littérature. Mais quelle littérature? Eh bien, la littérature épistolaire. C'est-à-dire, vous avez évoqué la conversation, tout se retrouve dans l'histoire. La conversation épistolaire. Et quelle est la caractéristique de la littérature épistolaire? C'est qu'elle ne dit pas le monde, elle ne pense pas le monde, elle le commente. Donc les femmes commentatrices du monde. C'est l'intime, c'est le familier. Et bien sûr, tout cela arrive très naturellement vers les salons de la conversation dont les femmes étaient les reines. Oui, les reines. Elle distribuait la parole. Elle faisait cette fameuse interaction sociale dont Clémence a parlé. Et donc, ça leur allait très bien. D'ailleurs, donc c'était toujours ne pas dire, ne pas émettre les idées, mais relier les paroles. Donc, rester dans quelque chose de l'ordre du familier, de l'intime, du conversationnel, mais ne pas s'emparer des grands thèmes. En peinture, c'était pareil. Les femmes avaient le droit de peindre. Pas toutes, mais elles avaient quelquefois le droit de peindre, mais elles n'avaient pas le droit de s'emparer des sujets historiques. Pourquoi Mme Vigée-Lebrun fait des portraits? On peut dire qu'elle adorait faire des portraits. Non, elle n'avait pas le droit de faire des tableaux historiques. C'est différent. Alors, nous arrivons à la Révolution. Alors là, je fais un petit arrêt sur image, parce que la Révolution est un grand moment. Un grand moment, enfin, un grand moment masculin. Si je cite Mona Ozouf, Mona Ozouf dit que la Révolution, c'est le retour à l'interdit. C'est le retour à l'interdit formel, politique, juridique de la parole des femmes. Alors au début, tout se passe bien. En 89, elles participent aux émeutes, même elles en dirigent, elles y vont, ça. Mais ça se dégrade assez vite. Je veux dire, ça se dégrade assez vite. 1791, Olympe de Gouges ose commettre la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas. Madame Roland, qui était en plus girondine, prétendait faire de la politique. Ça ne plaît pas. Donc ces femmes, à ce moment-là, tenaient des espèces de tribunes. Donc, 1793, la terreur, interdiction des femmes de monter aux tribunes, interdiction aux femmes, par décret, de haranguer les foules, interdiction aux femmes de se réunir en club, pas de femmes de la justice en 1793, interdiction aux femmes de se rassembler à plus de 5 personnes. Dans le même temps, les femmes gagnent des droits privés considérables, le droit de divorcer, le droit d'hériter, mais pas interdiction d'accéder aux droits politiques. Et du point de vue de la parole des femmes, c'est une grande défaite. C'est une grande défaite parce que la Révolution, et nous y sommes aujourd'hui, c'est pour ça que je vous en parle, la Révolution, c'est le moment de l'invention de l'espace public. C'est le moment de l'invention de l'opinion publique. Et les femmes en sont exclues, formellement. D'ailleurs, quand Marie-Antoinette, puis Madame Roland, puis Olympe de Gouges sont guillotinées en 93, le Moniteur écrit « C'est une grande leçon faite aux femmes. Ne suivez jamais les assemblées populaires avec le désir d'y parler. » Alors on se dit, mais la terreur, elle se termine. Oui, elle se termine, en 95, elle se termine. Arrive la Convention et eh bien, les femmes sont à nouveau expressément interdites de tribune, chassées par le fouet. Donc, voilà où nous en sommes. Alors on entre du coup dans une période
étrange. Parce que les femmes commencent quand même à étudier. La Révolution, ça a quand même fait bouillonner les envies, les désirs, les énergies, les idées. Alors je vous fais juste je vous présente Lucy Stone, parce que je trouve qu'elle est assez représentative de la contradiction dans laquelle la société entre. Alors c'est la société américaine, mais enfin, ça aurait pu être la société française. Lucy Stone, c'est prise de passion pour la parole. Elle veut devenir conférencière. C'est pas une bonne idée, parce que les femmes, là-bas non plus, n'ont pas le droit de parler. Mais elle se dit, je vais y arriver. C'est un peu... Madame Arens qui nous dit oser, allez-y, osez. Ben, elle ose, et elle finit par être admise dans une école de rhétorique. Alors elle a le droit de suivre les cours, mais elle n'a pas le droit de parler. Alors en rhétorique, elle a le droit d'assister aux joutes, mais de ne pas les prononcer. Alors bon, enfin, elle a l'air quand même extrêmement talentueuse, parce qu'elle finit par avoir son diplôme. Alors elle obtient son diplôme, mais elle n'a pas le droit de faire le discours de remerciement. On lui propose gentiment de le faire par un petit camarade. Ils n'ont pas compris qui c'était, Lucy Stone, parce qu'elle est partie. Et personne n'a eu le droit de parler à sa place. Alors, Clémence a évoqué la pipelette, oui, parce que la parole, c'est vrai que la femme a une réputation, c'est extraordinaire. Pipelet, c'est quand même Eugène Sue, monsieur et madame Pipelet, c'est devenu que la pipelette. Monsieur Pipelet, paf, il a disparu. Donc, je ne peux que corroborer tout ce qui a été dit sur le temps de parole. J'ajouterai quand même dans toutes les phrases, les proverbes, les citations sur la femme bavarde, ma préférée, c'est quand même celle de Jules Renard. Ça fait 2 ans que je n'ai pas parlé à ma femme, je déteste l'interrompre. Voilà. Alors, moins rigolo, c'est un des exemples parmi ceux que vous avez cités, c'est le dernier débat pour l'élection présidentielle en 2016. Il n'y avait que Nathalie Kosciusko-Morizet parmi les hommes. Elle avait le même temps de parole parce que, voilà. En revanche, elle a été interrompue 2 fois plus que l'homme le plus interrompu par les journalistes. Elle a été interrompue 27 fois. Et l'homme le plus interrompu, c'était François Fillon. Il a été interrompu 13 fois. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ça a été fait tout à fait de bonne foi. Les journalistes ne voulaient pas le croire. Ils disaient, mais pas du tout. D'ailleurs, les gens ne voulaient pas tellement le croire, ceux qui étaient sur place. Eh bien si. Mais parce que Nathalie Kosciusko-Morizet était sur-ressentie. C'était la seule femme de l'Assemblée, donc dès qu'elle prenait la parole, c'était sur-ressenti, voilà. Donc c'est ainsi. Voilà, pipelette, voilà, au revoir. Non, là, ce que je voudrais vous dire, qui est à mon avis fondamental de comprendre, et Clémence l'a amorcé, pourquoi interdire la parole aux femmes, hein? Ben c'est parce que, effectivement, la parole est un pouvoir. La parole est un pouvoir. La parole est un pouvoir. C'est le pouvoir de créer les choses. C'est le pouvoir de créer de la pensée dans la tête des autres. C'est le pouvoir de représenter le monde et d'entraîner les gens, notre public, vers le monde que nous représentons par nos mots. Je vous donne un exemple. Le coronavirus. C'est une épidémie. C'est une épidémie. C'est une pandémie. Vous voyez, tout de suite, là, vous allez être obligé de voir l'épidémie se transforme en pandémie. Vous voyez, rien qu'un mot. Ce que ça peut créer. Hein. Le GIEC, à propos du climat, il a proposé de reprendre toute la terminologie de la crise climatique, justement renoncer à réchauffement climatique, mais dire crise climatique. Et pourquoi pas chaos climatique, voire effondrement climatique. Les mots vous représentent des mondes différents. Donc, c'est extraordinairement puissant. Je pensais même à intelligence artificielle. Et je me suis dit, peut-être qu'on ne baliserait pas comme ça, à cause de l'intelligence artificielle, si dans les débats de ceux qui ont inventé l'expression là, dans leur petit laboratoire, c'était celui qui avait proposé robot supercalculateur. Ah ben s'il avait proposé, si c'est ça qu'avait gagné, peut-être qu'on flipperait moins. Mais c'est l'intelligence artificielle qui a gagné. Voilà. Donc la parole est un pouvoir, et ceux qui l'avaient compris il y a très 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 longtemps,
C'était les sophistes. Les sophistes, le mot, les sophistes, c'est ceux qui manipulent, etc. Mais les sophistes, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient la parole crée, fait advenir le réel. Alors c'était les ennemis de Platon, je vous le raconte comme ça parce que j'aime. Platon était opposé aux sophistes. Platon disait le monde a été créé par les dieux et la philosophie doit juste travailler à atteindre la vérité de ce monde. Et les sophistes disaient pas du tout. La vérité, c'est ce qu'on croit. C'est ce qu'on croit. Donc si on croit que la démocratie, finalement, les gens votent pour machin, c'est que c'est machin qui est bien. Donc c'était ça la philosophie des sophistes, d'où le fait qu'ils sont devenus des professeurs d'art oratoire. Parce que si c'est ce qui est choisi qui devient la réalité, vous pensez que celui qui a les arguments pour convaincre, vous voyez le pouvoir à la clé. Donc, ce sont deux femmes qui ont réhabilité les sophistes, Jacqueline de Romilly et Barbara Cassin, actuelle académicienne, la dernière qui est entrée à l'académie et qui est une grande experte des sophistes. Donc, vous comprenez bien pourquoi, historiquement, la parole des femmes a été interdite. Parce que dire le monde, excusez-moi, non, c'est un pouvoir trop important. Et j'aimerais bien, voilà, pourquoi je reviens à la Révolution française, plutôt à Rousseau. Parce que nous sommes encore, vous avez parlé du genre, vous avez parlé, et en fait, je suis persuadée que la philosophie dans laquelle nous sommes, qui est un retour en réalité à une certaine philosophie antique, romaine et platonicienne, Rousseau l'a merveilleusement formulée. C'est la nature qui décide de la répartition des rôles. Ces rôles sont complémentaires et la femme est une citoyenne presque sacrée. Mais son rôle, c'est de donner des naissances, d'éduquer, de faire de l'homme un citoyen digne, lui, à son tour, d'entrer dans l'espace public pour devenir un citoyen au service de la communauté. L'homme n'est pas plus libre que la femme. C'est la nature qui lui a donné cette mission. Il ne parle pas pour lui, il doit être au service du bien commun. Et bien sûr, il parle tout naturellement au nom de son épouse et de sa famille. Et nous sommes restés beaucoup dans cette philosophie-là. Et pourquoi on y est resté? Parce que ça a été drôlement efficace. Non mais si on y songe, cette organisation, cette répartition scientifique du travail, ça a été quand même extraordinairement efficace. Et puis, il ne faut pas juger une époque avec la mentalité et les connaissances que nous avons aujourd'hui. Pour les femmes à l'époque, c'était un grand progrès. Parce que, comme avait dit le prince de Ligne, nous passons des catins à catons. Dans la pensée des révolutionnaires, c'était les catins, les favorites, qui avaient tous les pouvoirs, et que les femmes ordinaires, qui n'avaient pas accès à Versailles, n'avaient aucun pouvoir. Donc pour elles, Rousseau leur proposait un rôle de sacré, beau, adoubé par la nature, et toutes les femmes intellectuelles de cette époque étaient rousseauistes. Seulement, voilà, avec le temps, on a changé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a éduqué les femmes. Il n'y a que les talibans qui ont compris, à mon avis. Les femmes, donc, elles sont toujours très attachées. Nous sommes encore rousseauistes. C'est pour ça que c'est compliqué, cette affaire. Les femmes sont toujours attachées à ce rôle-là, mais elles ont des envies, elles ont des désirs, elles ont envie d'occuper l'espace public. Et donc, j'adore cette photo, parce qu'elle date de 1945. Les élections municipales ont été les premières élections où les femmes ont eu le droit de voter et droit d'être élues. Avant, il y en avait selon certains critères. C'est magnifique. Les 15 femmes qui ont été élues aux premières élections municipales, qui sont devenues maires, c'est des femmes qui n'avaient pas d'hommes à la maison. Donc ça allait. Soit ils étaient prisonniers encore, soit ils étaient morts, soit certaines même n'étaient pas des épouses. Donc il n'y avait pas celui qui est le pater familias qui représentait la femme dans l'espace public. Mais elles voulaient quand même rassurer leur monde. Et c'est vrai que quelque part, c'était cette rencontre entre espace privé et espace public
un peu chaotique, hein, un petit peu chaotique. Alors, aujourd'hui, nous y sommes. Hein, aujourd'hui, quel progrès, quel chemin. Quand je regardais la vidéo de Chantal Arens, installée comme première présidente de la Cour de cassation, dans les honneurs, dans le silence, un siège élevé avec une grande solennité, je me suis dit, bon, Olympe de Gouges n'est pas complètement morte pour rien. Je me suis dit, on a fait un sacré chemin. Et les femmes sont dans l'espace public. Et vous, juristes, vous dites la parole et on doit obéir. Donc, on a fait un immense chemin. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que, je ne sais pas vous, mais moi, souvent, quand je suis dans l'espace public, je me sens un peu comme la pièce rapportée dans une famille. Vous savez, la belle-fille. Alors, on est bienvenu, on est accueilli, mais on sait quand même qu'il faut un peu rester à sa place. Hein, c'est quelque chose de non-dit, c'est flou, mais on se comprend. Voilà. Donc, nous sommes un peu là. Je pense que nous avons fait un grand chemin parce qu'il y a des femmes qui essuient les plâtres. Je pense à Édith Cresson. Je pense à son discours de politique générale de 1996, qui a été un grand ratage. Roselyne Bachelot, je l'avais rencontrée, m'avait dit que quand, à l'issue du discours de Édith Cresson, un député était venu la voir et lui avait dit « Vous voyez, vous n'êtes pas faite pour la politique ». C'était ça l'époque, une femme déraille, les femmes déraillent. Aujourd'hui, je crois qu'on dirait tout simplement Édith Cresson, c'était naze. Je pense, j'ose espérer, je pense. Voilà. Donc, je voudrais terminer en vous disant, voilà, vous voyez, elles n'ont pas peur, elles prennent la parole, les petites, les jeunes maintenant, Alexandria Ocasio-Cortez aux États-Unis, bah, ce sont des maîtresses d'art oratoire. Je pense néanmoins, et on se replonge dans Rousseau et tous ses contemporains, il y avait une grande angoisse masculine qui était, les femmes ont un grand empire sur nous, le grand empire de la séduction et la maîtrise de l'espace familial, c'est elles qui font les enfants. Mais qu'allons-nous devenir si elles s'emparent de l'espace public aussi? Et je crois qu'il faut prendre ce genre d'angoisse au sérieux. Je pense réellement que nous sommes à une époque où il faut reformuler une sorte de pacte, de nouveau contrat social, si on peut dire. Ça va tâtonner, mais on va avancer. Et en tout cas, il va falloir trouver les mots, parce que moi, je suis comme vous. Je crois à la puissance des mots et à leur puissance évocatrice, mais aussi à leur puissance de civilité. Voilà.